Si tu as un boulot de merde et que tu t'en es pas encore rendu compte, cette série est faite pour toi. Aujourd'hui, on va vous parler de la série Sévrance, série de Apple TV, série qui se passe dans un monde dystopique et créée par le showrunner Dan Erickson. Vianney, le synopsis. Une mystérieuse entreprise propose une procédure révolutionnaire, la séparation. Elle consiste à dissocier totalement les souvenirs personnels des souvenirs professionnels. Mais quand certains employés commencent à remettre en question cette pratique, des vérités inquiétantes émergent. La série a été créée par Dan Erickson. Apparemment, la série, en tout cas le projet, sort de ce qu'on appelle une Blue List, c'est-à-dire une liste où il y a différents scénarios qui traînent et que les professionnels pensent intéressants mais ne produisent pas. Comme ça leur permet de piocher. À la tête de la série, on a Ben Stiller qui réalise presque tous les épisodes. Il réalise également avec une autre réalisatrice qui s'appelle Awaf McArdle, qui doit faire 2 ou 3 épisodes. Lui fait le reste. Ben Stiller était connu pour l'instant pour ses réalisations principalement dans le cinéma et principalement des comédies, comme Zoolander ou Tonnerre sous les tropiques. Il a fait également une mini-série qui s'appelle Escape à Dannemora, qui était plus un drame. Donc là, on se raccorde un peu plus sur ça. À la tête de Sévrance, on a l'acteur Adam Scott, qu'on a vu, qui a un visage qu'on a déjà vu plusieurs fois et qui est connu principalement pour avoir été dans Parks and Recreation. En ce qui concerne les acteurs qu'on connaît déjà pas mal et qui sont dans la série, on a John Turturro, acteur qui a une énorme carrière, qu'on a vu il y a pas très longtemps dans le film Batman, mais sinon qui a fait énormément de films, avec par exemple les frères Cohen. On a pu le voir dans Miller's Crossing, The Big Lebowski. Il est actuellement dans le dernier Almodovar aussi. On a également Patricia Arquette qui jouait dans la mini-série de Ben Stiller, Escape à Dannemora. On l'a vu aussi au cinéma dans Lost Highway, dans True Romance ou encore dans Boyhood. Et on la voit également dans la série HBO Boardwalk Empire, à côté de Steve Buscemi. Ouais, il fallait que tu places Boardwalk Empire. À chaque vidéo, je vais la placer. On a aussi également Christopher Walken, pareil, un acteur qui a une longue carrière derrière lui, avec des films comme Voyage au bout de l'enfer, Pulp Fiction, Dead Zone et autres. Après, dans les acteurs principaux, on a une actrice qui s'appelle Britt Lower, que personnellement, je ne connaissais pas, mais que je trouve plutôt très bien dans la série et qui a un personnage qui est assez important. Et on a également Zach Sherry, qui fait partie un peu du groupe qui suit Adam Scott. Et on a l'acteur Tramel Tillman, que je ne connaissais pas non plus et qui est aussi excellent dans la série. Petite mise en contexte, la série, comme le disait Greg, est sortie en 2022 et la saison 2 sort aujourd'hui, 17 janvier 2025. Donc je pense que ça a dû générer quand même pas mal de frustration pour les personnes qui ont regardé la série quand elle est sortie. Quant à nous, on a vu la série, moi j'ai vu la série en octobre de l'année dernière. Et moi je l'ai vu il y a une semaine. Donc c'est relativement frais dans nos têtes et à noter également que on a vu chacun la série de notre côté et que on n'en a pas parlé. Voilà, donc ce qu'on va dire là, c'est du tout frais pour vous. On est donc sur une série dystopique et on suit principalement le personnage interprété par Adam Scott, qui s'appelle Mark Scott, et qui justement bénéficie de cet implant qui lui permet de se dissocier entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc on arrive tout de suite sur un sujet qui m'a marqué tout de suite, c'est le principe de déconnexion entre le milieu professionnel et le milieu personnel. Ce qu'on note aussi également, c'est l'espèce de froideur au milieu de l'entreprise. Donc je pense pas que ce soit engageant pour les gens qui connaissent pas le milieu professionnel quand ils voient la série, parce que c'est relativement froid. Je sais pas ce que t'en penses, Greg. Si, on est sur des décors assez aseptisés. Du coup, je vais un peu repartir sur les influences. On est sur quelque chose qu'on a vu il y a pas longtemps dans Substance. Substance, c'est un peu pareil au niveau des décors. Et c'est une grosse... je pense qu'il y a une grosse influence de Kubrick. Déjà de Kubrick. On peut voir ça dans The Shining ou encore dans 2001, l'Odyssée de l'espace. On est sur des décors un peu rétro-futuristes. C'est très le futur qu'on voyait dans les années 70, donc qui appuie un peu ce côté froid. Du coup, ce type de décor, en fait, je pense, appuie une sorte de perte d'humanité, en fait, dans l'entreprise. Du coup, qui s'appuie sur aussi une perte d'individualité, qui vient du fait qu'ils aient cette puce, en fait. Donc, c'est des bons petits ouvriers, et en fait, on retire tout ce qui est autour d'eux. Et l'essentiel, en fait, c'est le travail qu'ils doivent effectuer. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que il y a ces influences un peu, que ce soit Kubrick, ou même aussi, oui, je voulais dire aussi, il y a un côté aussi THX 1138, qui est le premier film de George Lucas,
qui est aussi dans un monde dystopique, et où là, pour le coup, vraiment les décors étaient très, très aseptisés. Donc, on retrouve diverses influences qui viennent du cinéma ou de la littérature. Et du coup, je vais citer les autres, et on pourra rebondir dessus, mais on retrouve du coup automatiquement du 1984 d'Orwell, on retrouve un peu de Blade Runner, on retrouve aussi du Metropolis, et on retrouve, je trouve, pas mal de Brésil de Terry Gilliam. Ça fait quand même pas mal de références. Ouais. Le Brésil, pour m'appuyer sur ce que je viens de dire, pour ceux qui ne connaissent pas Brésil, en fait, dans Brésil, ils prennent un médicament, ce qui leur permet d'oublier un peu ce qui se passe autour d'eux. Donc on les manipule par le biais d'un médicament. Et là, en fait, ici, dans Sévrance, on est un peu sur la même chose, sauf que c'est par cette puce qui qui dissocie leur milieu professionnel de leur vie privée. Ouais. Donc, comme tu disais, il y a un côté déshumanisant vis-à-vis des employés qui sont dissociés. Il y a aussi un côté très sacralisé de l'entreprise, où effectivement, c'est tout un tas de rituels, même pour fêter les bons résultats. Il y a des objectifs qui amènent à des récompenses. Alors, je pense notamment à la fête de la gaufre ou je sais pas quoi, qui avait été initiée par le grand chef, parce que la société Lumon, voilà, est une société familiale qui date depuis il y a eu plusieurs générations en fait de patrons. Donc il y a ce côté un peu limite sectaire, déshumanisant, sacralisé, qui fait que, en fait, comme tu disais, Greg, les employés ne sont que des pions qui réalisent un boulot dont on ne sait pas s'ils savent exactement à quoi ça sert. Ça, vous le verrez dans la série. Et du coup, c'est là où je reviens juste sur 1984. On retrouve aussi ça par rapport à 1984, c'est que dans 1984, Orwell s'était appuyé en fait sur un totalitarisme qui était ou stalinien ou hitlérien, on était autour de ça. Et il y avait des thèmes comme l'effacement de l'histoire. Et je trouve qu'on l'aborde un peu. On voit pas un effacement vraiment de l'histoire, mais en tout cas, il y a un côté. Dans la série, vous verrez, ils ont une espèce de musée, ils ont des affiches, ils ont des choses qui rappellent un peu la propagande soviétique ou ce genre de choses. Et on sent, en tout cas, on n'a pas vraiment la preuve, mais on sent qu'il y a peut-être une manipulation derrière tout ça, ce qu'on pouvait retrouver un peu sur 1984. Et du coup, l'autre lien qu'il y a avec 1984, c'est aussi le contrôle de la vie privée, puisqu'en fait, dans la série, on est basé sur leur vie professionnelle, mais on se rend compte que ça déborde sur leur vie privée. Alors sans parler de l'intrigue, parce qu'on essaye, on donne des éléments sans parler de l'intrigue surtout pour vous pousser à regarder la série, à vous y intéresser. En termes de réalisation, d'influence, donc tu as cité un certain nombre de réalisateurs. Moi, je voulais mettre un petit point sur l'ambiance musicale, sur l'ambiance sonore, que j'ai trouvé très très bonne. Et je trouve que ça se marie vachement bien avec l'ensemble. Et donc, le créateur de la musique, c'est Théodore Shapiro, ou Théo Shapiro. Et en tout cas, je me réveille tous les matins avec la musique du générique de Sévrance depuis quelques mois. Globalement, sur la forme, c'est vrai que la série est super agréable. C'est pour ça que je parlais de Substance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé l'enveloppe, on va dire, de Substance. Et Sévrance, c'est pareil, voire même mieux, je pense. Et c'est vrai que ce soit visuellement ou au niveau du son, au niveau de la musique, c'est hyper intéressant. Et ceux qui ont une image d'ailleurs de Ben Stiller comme le gars drôle qui fait Zoolander, il est sur un autre stade là. On peut lui faire confiance pour le coup, aller jeter un œil parce qu'il est passé à autre chose. Pas que Zoolander ou Tonnerre sous les tropiques soient mauvais d'ailleurs, mais il est totalement capable de faire ce type de série, ce qui aurait pu être étonnant au départ. Mais du coup, ouais, voilà, la forme est vraiment bien. En ce qui concerne ce que j'ai dit sur les influences, donc que j'ai cité tout à l'heure, il y a un point commun qu'on retrouve un peu, je trouve, dans la série, sans en dire trop, mais vous vous en rendrez vite compte, c'est que que ce soit 1984, Brésil, THX, tout ça, souvent la rébellion, en tout cas l'éveil, se fait par la rencontre d'une femme. Dans ces œuvres-là, en fait, c'est ou parce que le personnage principal tombe amoureux, ou parce qu'il rencontre une femme, ou parce qu'en tout cas, c'est une femme qui, en général, engendre le fait qu'il se pose des questions et qu'il commence à vouloir se rebeller. Et sur Sévrance, on est un peu là-dessus, puisque vous verrez dès le début de la série que dans le petit groupe de travailleurs dans les bureaux, c'est l'élément femme qui arrive au début de la série, qui un peu se rebelle un peu là-dessus, et du coup, ils suivent bien, on sent qu'ils ont bien appris leur leçon
des livres et films sur les mondes dystopiques. Il suit un peu cette lignée où on sent que c'est la femme qui lance un peu les choses. Et donc je sais pas si sur la continuité, ce personnage féminin va toujours être aussi important et il va lancer quelque chose, hein, mais on verra par la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est un point quand même que j'ai vu souvent, c'est la rencontre de la femme, c'est la femme qui lance les choses et qui amène l'homme à se bouger les fesses, en fait. Bien qu'il y en ait pour tous les goûts dans la série en termes de relations interpersonnelles. Voilà, mais ça, vous le verrez. Après, quant au rythme, parce que ça, je pense que ça peut rebuter certains, on est sur... déjà, en termes de réalisation, on est sur beaucoup de plans froids. Alors, non pas que ce soit que des plans lents, mais des plans froids ou très centrés. Avec des cadres qui sont assez marrants. Je sais pas si tu as fait attention, il y a des cadres, des fois, qui sont assez originaux, je trouve. Oui. Où tu as par exemple la tête du personnage qui est en bas à droite et au-dessus de lui il y a un grand espace vide qui à mon avis est fait pour justement toujours rappeler ce vide dans lequel ils sont tout le temps. Et donc le rythme peut paraître lent, l'intrigue s'installe pour moi comme il faut, mais je pense que ça peut en rebuter certains, ce à quoi je les invite à persister parce que l'intrigue monte en puissance tout au long de la saison 1 et pour un dernier épisode qui est plutôt explosif, on va dire. Ouais, parce que faut pas oublier dans tout ce qu'on a dit qu'il y a quand même un point essentiel, c'est qu'il y a un mystère. C'est le mystère aussi qui guide un peu toute la saison. Et donc même si en effet des fois le rythme peut être un peu plus lent ou autre, il y a toujours ce mystère et au fur et à mesure on découvre des choses, les choses s'ouvrent un peu. C'est un peu comme si on avait un élément avec des cases. Alors, on va dire que le lieu où ils travaillent, il y a des cases, il y a des portes. Et de temps en temps, ils ouvrent une porte. Et de temps en temps, on découvre des choses. Et donc, c'est plutôt intéressant. C'est un peu ce mystère aussi qui nous guide jusqu'à la fin de la saison, qui explose à la fin. Je voulais juste dire un truc sur les thèmes, en fait, d'autres thèmes qu'on n'a pas abordés, mais je pense qu'ils sont importants. Dedans, j'y vois, alors, je ne sais pas si tu es d'accord, je pense qu'il y a une critique du transhumanisme. Donc par le biais de cette puce en fait qu'on met dans la tête des gens. Et au fond de ça aussi, j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui était intéressant, c'était de mettre en parallèle le sentiment et la pensée en fait. Il y a un moment où dans la série, on se demande si on efface la pensée, si on efface la réflexion, est-ce que le sentiment reste pas en fait? Il nous aide pas en fait à se souvenir finalement. On n'a plus le souvenir, mais le sentiment est là et le sentiment aide un peu à se retrouver une place. C'est un des thèmes aussi que j'ai trouvé, moi, en tout cas dans la série, que je trouve assez intéressante. Tu devais avoir une bonne note en philosophie, toi. Non, en plus, moyen. Mais ça va, j'ai quand même eu plus de la moyenne. Okay. Sans trop en dire, effectivement, il y a des mystères, il y a des choses qui m'ont donné envie, pour ma part, de voir la saison 2, qui sort aujourd'hui, je vous le rappelle. Et heureusement que j'ai pas attendu 2 ans, comme certains et certaines d'entre vous. Je me moque. Et si je vais juste dire un truc par rapport au fait que tu disais que des fois ça pouvait être un peu plus lent sur le rythme. Ce qui accroche aussi, c'est le petit groupe d'acteurs. Vraiment, les acteurs, le casting est vraiment top. C'est pas obligatoirement des visages qu'on connaît, bon, à part John Turturro, Christopher Walken et Patricia Arquette aussi. Mais le casting est bien, donc les personnages sont intéressants. Au début, on a l'impression qu'il y a une espèce de vide, mais bon, c'est fait exprès. Mais après, ça fonctionne bien entre eux et on s'attache aussi pas mal à ces personnages. Principalement John Turturro. Je suis assez fan de John Turturro, donc je le répète. Mais voilà, c'est aussi grâce à eux qu'on s'ennuie pas. Le casting aurait été plus faible, je pense qu'on aurait pu s'ennuyer plus. Mais là, on s'ennuie pas parce qu'on suit bien les persos et les persos se construisent au fur et à mesure. Et donc, c'est hyper intéressant. Alors, concernant, on peut peut-être passer comment la série a été reçue. La saison 1, du moins. La saison 1 a été très très bien reçue. Donc avec 98% d'envie sur Rotten Tomatoes. Et la saison 2 a été visionnée par des spécialistes et actuellement elle est à 100% avec 39 critiques. Donc ça ne présage que du bon. Et peut-être de te demander, Greg, parce que je ne sais pas du coup si la série t'a plu ou pas, si la saison 1. Alors si, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu, je crois, en 2 jours ou 2-3 jours.
Au début, je me suis dit, comme la saison 2 arrive, il va falloir un peu que je me booste un peu pour regarder la saison 1, comme la saison 2 arrive. Mais en fait, j'ai pas eu besoin de me booster. J'ai vraiment accroché à l'ensemble. J'ai tout de suite accroché visuellement. Vraiment, j'ai trouvé que c'était top ce que Ben Stiller il faisait. Les décors et tout sont top aussi. Et après, voilà, on est vraiment. Ils connaissent, comme je disais, ils connaissent leur classique par cœur. Donc on retrouve tout ce que j'ai déjà cité en fait. Et tout ce qui est le travail sur le totalitarisme, l'entreprise, la vie privée, la vie professionnelle. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a même le fait d'essayer de creuser dans la tête des gens pour savoir s'ils ont encore de la mémoire ou pas au travail. Il y a une scène qui m'a un peu fait penser à une scène de Blade Runner où Harrison Ford utilise une machine pour analyser une femme pour savoir si c'est un répliquant. Les répliquants, c'est plus ou moins des cyborgs pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais les répliquants ne savent pas toujours qu'ils ne sont pas des vrais êtres humains. Et donc il y a une scène où il utilise une machine, il lui pose des questions pour savoir si elle est un répliquant ou pas. Et on retrouve plus ou moins ça, je trouve, dans une scène de Sévrance aussi. Donc on a plein d'infos. Si vous aimez les films qu'on a cités, je pense que vous pouvez que aimer la série. Donc j'ai beaucoup aimé la série. Et j'attends beaucoup la saison 2. Et en effet, la saison 2, c'est très casse-gueule pour elle, parce que ça finit vraiment en feu d'artifice, la saison 1. Et donc c'est très casse-gueule derrière. Mais si les notes sont bonnes, c'est plutôt réjouissant. C'est plutôt bon signe, effectivement. J'avais mis dans la vidéo qu'on a faite en début d'année sur les attentes des séries 2025 Sévérance, avant que Greg voit la série. Donc ça fait partie de ses attentes aussi aujourd'hui. Et il n'y a plus qu'à regarder la suite, et puis éventuellement on vous fera une vidéo dessus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Greg ? Je vais juste rajouter que cette série et ce type de film ou de roman sont totalement d'actualité, et que je trouve intéressant que les gens regardent et réfléchissent à ce qui est dit dedans, au fait qu'on puisse vouloir nous effacer un peu, modifier les choses pour pas qu'on sache grand-chose, nous limiter dans nos actions pour qu'on ait moins tendance à réfléchir, et qu'on analyse un peu notre pensée, savoir qui a la bonne pensée, qui a la mauvaise pensée. Voilà, tout ça c'est pas mal d'actualité, donc c'est intéressant de voir la série, et de voir aussi les films ou romans qu'on a cités avant. Mais personne va regarder, Greg, en disant ça. Ils vont tous aller sur Netflix regarder une série à la con. T'as tout gâché, Greg. Mais sinon c'est pas prise de tête, Je dis ça parce que ça a l'air comme ça, mais c'est pas prise de tête non plus. Il y avait vraiment, comme je disais, le mystère qui fait qu'on a envie de savoir plus, et après le fond est intéressant. Non, c'est très drôle, et comme je le disais en début de vidéo, si vous aviez un boulot de merde et que vous ne le saviez pas, peut-être que cette série va vous aider à identifier ça. Dites-nous en commentaire déjà, si vous avez vu la saison 1, j'ai vu sur les réseaux sociaux il y a plein de personnes qui étaient comme Greg et moi jusqu'à maintenant, qui n'avaient pas encore vu cette série. Est-ce que si vous ne l'avez pas vue, vous allez le faire ? Si vous avez vu la saison 1, dites-nous ce que vous en pensez. Peut-être a-t-on oublié des références, peut-être en avons-nous trop dit, ce dont je doute. Je pense pas. Et sur ce, Greg, je te dis à bientôt. À bientôt. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.